Après la défaite du Troisième Reich, dans la tapisserie du temps, un passage sinistre émerge, une page tachée de brutalité et de tyrannie. Nuremberg, le théâtre sinistre où attendait le sort cruel des dirigeants nazis. Pouvez-vous comprendre l'énormité de cette image? Un tribunal qui ne juge pas seulement des individus, mais qui condamne un régime tout entier. À la veille de leur exécution, les nazis, acculés par l'inéluctabilité de leur destin, ont affronté leurs propres démons dans l'obscurité froide de leurs cellules. Là, dans l'abîme de leur conscience, les illusions de grandeur et de suprématie qui les avaient aveuglés se sont évanouies. C'est ainsi qu'arriva le dernier jour, lorsque la justice, implacable et solennelle, exigea son tribut de sang. Sous le ciel plombé de Nuremberg, le bourreau, John C. Woods, accomplit sa tâche macabre, mettant fin à la vie de ceux dont les noms resteront dans l'infamie. Comme l'a dit Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich, l'histoire jugera notre héritage avec une impartialité implacable. Rejoignez-nous pour percer le mystère effrayant du destin brutal des dirigeants nazis. Embarqués pour un voyage à une époque où un sombre destin s'est tissé, jetant une ombre de ruines dans son sillage. Bienvenue dans les contes de Léonard de Vinci. Le procès qui remodela le destin, Nuremberg 1945 face à la défaite totale, les dirigeants nazis adoptèrent des comportements différents. Adolf Hitler s'est ôté du milieu. Plusieurs choisirent le même chemin, d'autres s'enfuirent. Quelques-uns restèrent en attendant l'arrivée de leur captor. Leur avenir n'était pas le meilleur. Cependant, aucun n'était certain de ceux qui leur arriveraient. Au début, même les Alliés ne savaient pas quoi faire. Après de longues délibérations, ils décidèrent qu'il fallait juger les dirigeants survivants afin que l'opinion publique mondiale soit informée des atrocités qui s'étaient produites. Les Alliés, une fois la guerre terminée, jugèrent les dignitaires nazis survivants. En très peu de jours, ils passèrent du luxe et du confort à une détention absolue, des interrogatoires sévères, un minimum de vêtements, de nourriture et de médicaments. Ils furent envahis par la stupeur, la honte et la peur. Dans les derniers mois de la guerre, Winston Churchill avait insisté pour qu'ils soient exécutés sans plus. Exécution sommaire. Il proposa de les fusiller en 6 heures. Étonnamment, Iosif Staline s'opposa à ce projet. Il dit qu'ils devaient être jugés. Franklin Roosevelt fit de même. Le procès, avec un tribunal composé de juges français, américains, britanniques et soviétiques, se déroula à Nuremberg. La ville bavaroise qui vit la naissance du Troisième Reich en accueillant de massives concentrations de propagande du parti nazi dans les décennies des années 1920 et 1930 fut considérée par les Alliés victorieux comme un lieu adéquat pour mettre en scène sa mort symbolique. Bien que la Seconde Guerre mondiale ait laissé une grande partie de la ville en ruine, le palais de justice, qui comprenait une prison considérable capable d'héberger 1200 détenus, resta en grande partie intact et fut choisi pour abriter les procès une fois que les prisonniers allemands eurent achevé les travaux d'agrandissement de sa salle d'audience. Les juges de Nuremberg ont jugé ceux qui étaient considérés à l'époque comme les 24 nazis les plus influents ayant survécu à la chute. Le procès a été entouré de controverses. Les crimes qu'ils jugeaient, d'une atrocité telle qu'ils n'avaient jamais été imaginés par le législateur jusqu'alors. Leur étendue et les circonstances de la guerre nécessitaient également de résoudre la question de la juridiction. Nuremberg, en plus de juger les 24 accusés qui se trouvaient alors sur le banc des accusés, a servi à établir les bases juridiques pour ce nouveau crime massif et inhumain, le génocide. Le tribunal militaire international a inculpé les accusés des chefs d'accusation de crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le tribunal militaire international a défini les crimes contre l'humanité comme meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou persécution pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. Un 4e chef d'accusation pour complot a été inclus afin d'englober les crimes commis conformément à la loi nationale nazie avant le début de la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, les tribunaux ultérieurs auraient compétence pour juger tout individu membre d'une organisation criminelle. Par conséquent, le tribunal militaire international a également inculpé plusieurs organisations nazies en les considérant comme criminelles, à savoir le cabinet du Reich, la direction du parti nazi, la garde d'élite, les SS, le service de sécurité, SD, la police secrète d'État, Gestapo, les troupes d'assaut, SA,
et l'état-major général et le haut commandement des forces armées allemandes. Sous l'œil de la justice, les nazis enfermés à Nuremberg. Une fois capturés, les dirigeants nazis ont été transférés de leur lieu de détention provisoire à la prison de Nuremberg. Là, ils ont été assignés à des cellules individuelles, assez austères et équipées du strict minimum nécessaire pour leur séjour. Chaque cellule comprenait généralement un lit, une table et une chaise, et était située dans un bloc de cellules faisant partie de la prison. L'accès aux cellules était strictement contrôlé par le personnel de sécurité, et les dirigeants nazis étaient sous surveillance constante pour prévenir toute tentative de fuite ou incident. De plus, ils recevaient de la nourriture et d'autres services de base à l'intérieur de la prison, bien qu'ils ne bénéficiaient d'aucun luxe ou privilège pendant leur détention. Pendant la journée, les accusés passaient la plupart du temps dans leurs cellules, où ils avaient le temps de réfléchir à leurs circonstances et de se préparer pour les audiences du procès. Cependant, ils étaient également autorisés à sortir de leurs cellules à certains moments pour participer à des consultations avec leurs avocats, des réunions avec des représentants des pays alliés et d'autres activités liées au processus judiciaire. Pendant cette période, leur régime alimentaire était sévèrement limité par rapport à leur style de vie antérieur. Les repas consistaient principalement en des aliments de base et modestes, très éloignés des luxes et des excès auxquels ils étaient habitués. Pendant les nombreuses interviews et interrogatoires des dirigeants nazis à Nuremberg, on cherchait à obtenir des informations cruciales sur leur rôle, actions et responsabilités au sein du régime. Ces séances étaient intenses et méticuleusement planifiées dans le but de démêler les rouages du Troisième Reich et d'établir la responsabilité de chaque individu dans les crimes perpétrés pendant la guerre. Les conditions de vie imposées aux accusés pendant le procès étaient draconiennes. Ils ne devaient jamais dormir face au mur, leurs bras devaient toujours être visibles, et des inspections aléatoires et soudaines étaient effectuées à la recherche des fameuses ampoules de cyanure qui avaient permis à plus d'un dignitaire de s'échapper, à commencer par Himmler. Les portes des cellules avaient un judas par lequel chaque prisonnier était constamment surveillé par un policier militaire yankee, et un puissant projecteur pouvait éclairer l'intérieur en ouvrant une petite fenêtre à la moindre suspicion, même en pleine nuit. De même, pendant le temps où ils étaient autorisés à sortir pour se dégourdir les jambes, d'autres inspections étaient effectuées. Une salle de visite était préparée où les prisonniers ne pouvaient pas avoir de contact physique avec leur famille, restant séparés par une vitre et une grille métallique. En plus de la présence constante d'un policier militaire qui, bien qu'il ne comprenne rien à ce qu'il disait, surveillait au moins qu'il ne puisse pas se passer d'objets suspects. Les cellules étaient des cachots typiques et lugubres avec une fenêtre haute, et pour mobilier, un matelas, une petite table et une chaise, en plus d'une toilette installée à droite de la porte, ce qui en faisait le seul endroit hors de vue des gardiens. Les prisonniers devaient nettoyer leurs cellules eux-mêmes, et on leur fournissait les outils nécessaires. Les vêtements qu'ils portaient étaient presque toujours les mêmes. En fait, ils assistaient aux séances avec la même tenue du début à la fin. Seuls Keitel, Jodl et Göring portaient un uniforme militaire, bien que dépourvus de leurs insignes de rang, tandis que les autres étaient en civil. Le reste de leur garde-robe, argent, décorations et autres effets personnels était déposé dans une salle des bagages où l'accès était totalement restreint, sauf pour certains officiers. Procès de Nuremberg, la condamnation des architectes du Reich. Pour capturer les dignitaires du Troisième Reich et les amener au banc des accusés, l'armée américaine avait lancé une opération dont le nom de code était Opération Mondorf. Un des obstacles les plus importants pour que les procès puissent se dérouler avec toutes les garanties était que les accusés devaient être jugés selon les lois des pays dans lesquels ils avaient perpétré les actes criminels. À cette fin, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique se sont finalement érigés en tant que juges et modérateurs en représentation des autres pays lésés. Parmi les milliers de personnes initialement désignées pour être jugées, 611 furent finalement accusés. Parmi les dirigeants nazis les plus connus se trouvait Hermann Göring, qui dirigeait la force aérienne allemande, Karl Dönitz, un important amiral et successeur de Hitler, Rudolf Hess, qui avait tenté une mission secrète en Grande-Bretagne et fut capturé, et Albert Speer, architecte et ministre de l'Armement. Parmi ceux qui étaient morts avant de pouvoir être jugés, on comptait Joseph Goebbels, ministre de la Propagande,
qui s'était ôté du milieu dans le bunker de Berlin, et Heinrich Himmler, Reichsführer des SS, inspirateur et chef général de tous les départements dépendants des SS, qui avait pris une capsule de cyanure après avoir été capturé par une patrouille frontalière anglaise. Il y avait aussi des fugitifs, comme Adolf Eichmann, Martin Bormann et Joseph Mengele. Le mardi 20 novembre 1945, les prisonniers de la prison de Nuremberg furent réveillés à 7h30 du matin et conduits au palais de justice, où des centaines de soldats de l'armée américaine bloquaient les accès et où environ 250 journalistes, photographes et correspondants de presse du monde entier se pressaient pour accéder à l'enceinte. La séance commença à 10h03, une fois les accusés assis sur le banc des accusés et le greffier du tribunal, le colonel Charles Mays, criant « Attention la cour !» À ce moment-là, tout le monde se leva et les 4 juges entrèrent dans la salle pour ouvrir la séance et lire les charges aux accusés. Seul l'avocat Otto Stammer, représentant toute la défense, eut l'occasion de parler pour exercer son droit de tenter d'invalider le procès. Pour cela, il invoqua le principe de « nullum crimen, nulla poena sine lege », pas de crime, pas de peine sans loi, qui prévoyait l'impossibilité de tenir un procès si les crimes pour lesquels les accusés étaient inculpés n'étaient pas définis comme tels avant d'être commis, une argumentation que les juges rejetèrent. Le mercredi 21 novembre, les dirigeants nationaux socialistes ont comparu dans la salle du tribunal pour répondre s'ils se déclaraient coupables ou innocents. Après avoir réaffirmé leur innocence, le procureur américain Robert Jackson a prononcé le discours d'ouverture dans lequel il a affirmé que la civilisation ne pourrait survivre si le monde devait faire face à un nouveau conflit de cette ampleur. Au début, les dirigeants allemands ressentirent un soulagement pendant les premières étapes des procès. L'accusation commis des erreurs notables, comme mal interpréter le mémorandum Hosbach, qui suggérait que les dirigeants nazis planifiaient une guerre d'agression. Il y eut également des preuves manquées concernant l'annexion de l'Autriche en 1938, l'Anschluss, que la défense réfuta facilement en démontrant la volonté des Autrichiens de se joindre à l'Allemagne. Les séances des procès de Nuremberg continuèrent tout au long de novembre et début décembre 1945, avec des réussites et des échecs tant de la part de l'accusation que de la défense. Ce fut, à ce moment-là, que le charisme et l'éloquence de Göring le transformèrent en la vedette inattendue du procès. L'ancien commandant en chef de la Luftwaffe assumait qu'il allait être exécuté et mit en évidence sa connaissance de tous les documents de l'accusation. Cela, ainsi que sa maîtrise de l'anglais, finit par déstabiliser l'accusation. Contre toute attente, le maréchal de l'air reconnut avec fierté sa responsabilité dans les faits, alléguant que tous ces actes étaient nécessaires pour le bien de l'Allemagne, et même en les justifiant. De son côté, le procureur américain se posa en principal rival de Göring, instaurant entre eux un véritable duel. Plus d'une fois, le maréchal fit perdre son sang-froid au procureur dans la salle. Les divergences entre les Russes et le reste des procureurs sur la manière de traiter l'accusation concernant l'Holocauste provoquèrent également que les procureurs américains, britanniques et français durent porter l'accusation de crime contre l'humanité de leur propre chef, sans attendre aucun soutien de la part du procureur russe. Les soviétiques considéraient que les véritables victimes des Allemands étaient eux-mêmes et non les Juifs, la principale raison étant l'antisémitisme profond de Staline, et aussi que la stratégie russe consistait à victimiser leur peuple au détriment des Juifs. La cellule de l'Aigle, Hermann Göring à Nuremberg. Pendant que Göring passait ses premières semaines de prison le 23 mai à Lunebourg, Heinrich Himmler sautait du milieu avec une capsule de cyanure lorsqu'il était fouillé par des soldats britanniques. Hitler, Martin Bormann et Joseph Goebbels étaient déjà morts. Göring devenait le prisonnier le plus emblématique du régime nazi. Il était la figure clé. Selon le psychiatre des détenus, le docteur Douglas M. Kelly, Göring se considérait comme l'homme physiquement le mieux formé d'Allemagne. Il était docile et acceptait son malheur avec toute dignité. Son ambition était de conserver le prestige de son autorité et la reconnaissance de sa haute position dans l'histoire de son pays. Il ne s'est jamais considéré comme un criminel et se vantait « Oui, je serai pendu, je suis prêt. Mais je suis déterminé à passer à l'histoire de l'Allemagne comme un grand homme. Si je ne peux pas convaincre le tribunal, je finirai par convaincre le peuple allemand que tout ce que j'ai fait était pour le grand Reich allemand. D'ici 50 ou 60 ans,
il y aura des statues d'Hermann Göring dans toute l'Allemagne. En septembre, il fut transféré à la prison du palais de justice à Nuremberg et enfermé dans la cellule numéro 5. Avec les autres détenus, il serait jugé pour conspiration contre la paix, crime de guerre, crime contre l'humanité et crime contre la paix. Le procès qui commença le 20 novembre 1945 dura 218 jours et le tribunal militaire international et les documents officiels allemands examinés furent plus de 100 000. Tout fut financé par le gouvernement des États-Unis. L'avocat choisi par Göring pour sa défense était Otto Stammer. À ce moment-là, âgé de 70 ans, et né à Kiel. Les matins de Göring commençaient avec la monotonie de la routine carcérale. Il se réveillait dans sa cellule austère, illuminée par la lumière tamisée qui se filtrerait à travers une petite fenêtre qui permettait à peine d'apercevoir le monde extérieur. 16 jours se déroulaient dans un espace réduit, avec peu plus qu'un lit, une table et une chaise en bois. L'absence des luxes et de la pompe qui l'entourait autrefois dans sa position de pouvoir était un rappel douloureux de sa chute. À mesure que la journée avançait, Göring se plongeait dans une lutte intérieure. Son esprit, autrefois nourri par une ambition démesurée et l'idéologie nazie, était désormais assailli par des doutes et des remords. Cependant, même en captivité, Göring restait un homme d'influence et de charisme. Il saisissait chaque occasion pour interagir avec ses compagnons de prison et avec les avocats qui le représentaient lors du procès. Sa capacité à manipuler et à persuader n'avait pas disparu, et il cherchait à maintenir son apparence de dignité et d'autorité, même dans les circonstances les plus adverses. Sa santé se détériorait également progressivement. La pression du procès, combinée au stress et à l'anxiété de faire face à la possibilité d'une condamnation à mort, commençait à affecter son état physique et mental. Malgré ses efforts pour maintenir une façade de force, Göring ne pouvait pas cacher les signes de fatigue et de faiblesse qui l'affligeaient. Pendant les procès, Göring prenait la scène comme une occasion de faire le spectacle et de se démarquer de la médiocrité de ses pairs. Tout au long de ses interventions, il ne cessait de déployer un éventail de gestes, comme si toutes les questions le concernaient, comme si chacune d'elles le plaçait au sommet omniscient de la connaissance. Le paroxysme de cette attitude s'est cristallisé entre le 13 et le 21 mars 1946, lorsqu'il a témoigné devant le procureur américain Robert Jackson, déconcerté par la tactique de son adversaire, se vantant dans ses répliques kilométriques, propice à donner sa version de l'histoire du Troisième Reich, la racontant avec fierté tout en mettant les points sur les i pour réfuter certaines accusations. À cet égard, Göring voulait relever un vieux défi, tissé dans les années 30, lorsque l'opinion publique internationale le voyait comme un conservateur modéré au sein d'une organisation extrémiste. Avant le début des séances du tribunal, le Reichsmarschall a été soumis à de longs interrogatoires concernant la conduite du régime nazi en général et en particulier. À Nuremberg, il a été interrogé pendant 24 jours, entre le 27 août et le 20 octobre, sur différentes questions. Comme l'a affirmé l'un des membres du haut tribunal, aucun autre accusé n'était impliqué dans autant d'activités. Le 1er octobre 1946, le tribunal l'a condamné à mourir par pendaison le mercredi 16 du même mois, à 1h du matin. Le 15, il est resté calme. Dans l'après-midi, le pasteur Géreke lui a refusé la communion en raison de son absence de repentir. À 20h, sa cellule a été fouillée. Ensuite, il a lu un livre sur les oiseaux migrateurs d'Afrique. Avant 9h, il s'est levé et a enfilé son pyjama pour aller dormir. Une demi-heure plus tard, il semblait sombrer dans la somnolence. Vers 21h35, le docteur Pfücker est entré dans sa cellule pour lui administrer un somnifère. Pendant le changement de garde, le soldat Harold F. Johnson n'a observé aucune anomalie, avec les mains bien en vue. À 22h40, le prisonnier s'est déplacé un peu vers le mur pour reprendre sa position après 2 minutes. Vers 22h47, le surveillant a remarqué une suffocation chez le détenu, avec un souffle étranglé sur ses lèvres. Il a alerté le pasteur et le médecin, qui n'ont pu que constater l'agonie, agrémentée d'un ensemble de feuilles dans sa main gauche, à côté d'un tube en laiton. Son contenu, une capsule de cyanure, était perceptible par l'odeur d'amande amère et les restes de verre dans la bouche. Dans les 4 lettres, Göring a tenté d'écrire son épilogue avec des tons de victoire et de défi.
Il commentait avoir conservé la capsule pendant 14 mois, non sans faire ses adieux à sa femme et justifier son suicide, parce qu'un maréchal du Reich ne pouvait pas mourir à la potence. De nos jours, le mystère sur qui il lui a fourni le poison mortel plane encore à l'horizon. Il a pu éviter l'humiliation d'avoir la corde au cou, mais a fini comme la dizaine de condamnés à la peine capitale, photographiés, brûlés le lendemain matin dans un quartier de Munich, ses cendres dispersées vers la mer dans les eaux du Conwensbach, un petit affluent de l'Isar. Derrière les barreaux de Spandau, peine du procès de Nuremberg, 7 des accusés ont été condamnés à de longues peines de prison. Ceux 7-là furent les habitants de Spandau. 3 condamnés à perpétuité, Rudolf Hess, Erich Raeder, commandant en chef de la marine, et Walter Funk, ministre de l'économie et président de la Reichsbank. Constantin von Neurath, ministre des Affaires étrangères et responsable de la Bohême et de la Moravie, se vit infliger une peine de 15 ans, ce qui, à ses 73 ans, semblait être une condamnation à vie. Albert Speer, ministre de l'Armement et architecte d'Hitler, a évité la pendaison grâce à son prétendu repentir et a reçu une peine de 20 ans. Baldur von Schirach, chef des jeunesses hitlériennes et gouverneur de Vienne, fut également condamné à 2 décennies. Karl Dönitz, commandant de la marine et successeur autoproclamé d'Hitler jusqu'à la fin de ses jours, a reçu la peine la plus légère, 10 ans. Cependant, une fois que les juges du tribunal international ont prononcé les peines, ils ont rapidement quitté Nuremberg, ne voulant pas rester une seconde de plus. Cette fuite soudaine a laissé de nombreuses questions sans réponse sur la manière d'appliquer les peines de prison. Où seraient logés les prisonniers? Dans quelles conditions? Quand leur temps de détention commencerait-il à être comptabilisé? Ces questions ont dû être abordées sur le vif, naviguant entre les tensions politiques des 4 pays impliqués. En ce qui concerne les conditions de détention, les soviétiques ont toujours été les plus sévères. Ils voulaient que les prisonniers souffrent au maximum à Spandau, limitant sévèrement leurs avantages. Une lettre par mois, une visite tous les 3 mois, un régime alimentaire frugal et une quasi-absence de communication entre eux. Les soviétiques arguaient qu'ils appliquaient le strict statut pénitentiaire allemand de 1943 par mesure de réciprocité. Malgré le pouvoir de veto de chaque pays dans les décisions importantes, l'administration de Spandau tournait tous les 30 jours, changeant constamment l'équilibre des pouvoirs. Pendant 3 mois, les Soviétiques, les Américains, les Britanniques et les Français avaient le contrôle de la prison. Spandau fut la dernière entreprise de gestion conjointe des Alliés après la Seconde Guerre mondiale, étant presque le seul point de contact entre les puissances pendant la guerre froide dans l'Allemagne divisée de l'après-guerre. La position stratégique de Spandau dans cette Allemagne divisée et l'importance des prisonniers faisaient que personne ne voulait céder son influence dans les décisions. Tandis que les Russes imposaient les conditions les plus sévères aux détenus, les Britanniques plaidaient pour un traitement plus flexible et humain. Cette situation est ironique, considérant que Churchill était le plus fervent opposant au procès de Nuremberg, plaidant pour l'exécution sommaire des dignitaires nazis. Chaque prisonnier qui entrait à Spandau recevait un numéro d'identification de 1 à 7. Curieusement, Hess a reçu le numéro 7, comme si l'on savait qu'il serait le dernier à sortir, perpétuant ainsi pendant 20 ans jusqu'à l'extrême son emprisonnement dans cette prison d'un seul homme. La prison de Spandau a été construite en 1881 et jusqu'en 1919 a fonctionné comme un lieu de détention militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait 2 objectifs principaux: servir de point de transit vers les camps de concentration proches de Berlin et abriter et exécuter plusieurs ennemis, notamment des Russes. Avec 132 cellules en 1946, Spandau était presque en état de surpeuplement, avec plus de 650 prisonniers. L'état général du bâtiment était déplorable. Les bombardements l'avaient gravement endommagé, renversant certains murs. On dit qu'il était si facile de s'évader qu'il suffisait d'une corde pour descendre par la fenêtre. Il n'y avait pas de services médicaux et la nourriture était rare. Tout a changé lorsqu'est arrivé l'ordre d'évacuer les prisonniers. La prison devait être vide pour commencer une reconstruction urgente et héberger les 7 survivants des procès de Nuremberg, condamnés à de longues peines. Toutes les installations ont été rénovées et la sécurité renforcée, notamment au niveau du périmètre. Spandau devait être inexpugnable.
De plus, elle a établi un record en ayant le plus grand nombre de gardes par prisonnier, 25 pour chacun. Le jour des exécutions, la chute des nazis, 12 dignitaires nazis furent condamnés à mort et envoyés à la potence. La manière de procéder aux exécutions fit l'objet de discussions. Un autre problème débattu fut le sort des corps après les pendaisons. Les Alliés s'opposèrent à les remettre aux familles. Ils craignaient que leurs tombes deviennent des lieux de pèlerinage pour les générations futures. Martin Bormann fut jugé par contumace. Pendant des décennies, on le crut en fuite. Beaucoup affirmèrent l'avoir vu en Argentine et il était supposé diriger un réseau secret. Certains soutenaient qu'il était mort lors de la chute de Berlin, dans ces derniers jours du régime. Des études médico-légales sur des restes trouvés sur place ont déterminé ces dernières années que Bormann est décédé à Berlin en 1945. Les potences, de 4,15 mètres de hauteur et peintes en vert, furent installées dans le gymnase de la prison, un bâtiment de 25 mètres de long sur 11 de large, avec le sol pavé de linoléum marron. 2 potences devaient être utilisées alternativement de sorte qu'un condamné reste suspendu au moins 15 minutes selon le système pénal américain, tandis que le suivant pouvait être exécuté sans éterniser le processus. La 3e potence était de réserve en cas de panne de l'une des 2 en service. Chaque potence avait en face un escalier de 13 marches menant à la petite plateforme supérieure de seulement 5 mètres carrés où tenait à peine le condamné, le bourreau et ses assistants. 3 côtés de la partie inférieure étaient fermés par des murs de bois, tandis qu'un 4e était couvert par un rideau noir pour permettre au personnel médical de venir certifier le décès du condamné. Les cordes furent commandées à une entreprise de Londres spécialisée depuis des décennies dans la fabrication de tentes et de cordages pour bateaux. En secret, elle fournissait aussi des cordes aux prisons britanniques. Harry Mokes, un de leurs ouvriers, fabriqua un lot de 40 cordes de 3,10 mètres en chanvre italien, parfaites pour cet usage sinistre. Bien qu'elles devaient avoir un nœud coulant en cuir d'agneau selon les normes britanniques, elles furent envoyées sans modification, lisses et sans ornement, car les Américains utilisaient encore le nœud coulant classique, alors que les Britanniques avaient des mesures précises en fonction du poids et de la taille du condamné. Les Américains préféraient une chute standard sans tenir compte du poids. Cela causa une controverse sur la cruauté du bourreau, Woods. La sécurité autour du lieu d'exécution était extrême. Seuls ceux ayant une autorisation pouvaient entrer, en plus du bourreau et de ses assistants, qui testaient les trappes avec des sacs de sable lourd. Avec tous les préparatifs prêts, le compte à rebours sinistre commençait. Les exécutions étaient programmées pour commencer à minuit le mercredi 16 octobre, selon l'ordre établi. Dans le gymnase, 15 cercueils simples peints en noir furent préparés. Le périmètre de la prison et le bâtiment lui-même furent remplis de policiers militaires lourdement armés, avec des véhicules blindés en alerte en CA de tentatives de sauvetage par des fanatiques. Dans la nuit du 15, les condamnés furent informés que leurs appels avaient été rejetés et que leur exécution était imminente. Vers 22h20 cette nuit-là, le colonel Andrus, accompagné de son lieutenant, permit aux 8 journalistes accrédités de jeter un coup d'œil rapide aux condamnés à travers les judas de leurs cellules. Tous les prisonniers se mirent en alerte en entendant la porte de fer de la galerie s'ouvrir et se fermer dans le silence de la nuit. À 1h11 du matin, 3 coups retentirent à la porte de fer du gymnase. Un policier militaire de garde l'ouvrit pour laisser passer le colonel Little, suivi d'un officier et de 2 policiers militaires, escortant un Joachim von Ribbentrop émacié et mouillé, les mains menottées. La distance jusqu'à la potence depuis le pavillon des cellules était d'environ 50 mètres, un chemin désagréable en cette nuit sombre. Une fois à la potence, les menottes furent retirées à Ribbentrop et un officier lui demanda son nom, une formalité inutile selon le condamné. Ribbentrop répondit et, accompagné de l'officier et de l'interprète, monta les 13 marches, ce qu'il trouva ridicule. L'officier lui offrit de dire quelques dernières paroles, et après une brève pause, Ribbentrop exprima faiblement son adieu. Sans plus attendre, les assistants lui attachèrent les jambes et le fixèrent avec des sangles en cuir, tandis que Woods lui mettait une cagoule noire. Ensuite, il ajusta le nœud coulant autour de son cou et sans délai actionna le levier. Il était 1h14. Ribbentrop fut aspiré par la trappe avec un craquement.
laissant la corde vibrer et se balancer légèrement. Ainsi, l'élégant et cosmopolite ministre des Affaires étrangères entra dans l'histoire. À 1h20, de nouveaux coups retentirent à la porte. C'était le tour de Keitel, et le même rituel se répéta lorsqu'il fut conduit devant la deuxième potence. Malgré sa pâleur, il ne montra aucune faiblesse. Ses dernières paroles furent une prière à l'Omnipotent pour avoir pitié du peuple allemand. Après ces mots, Keitel tomba par la trappe, se frappant violemment le visage et provoquant une hémorragie abondante. Une fois Keitel exécuté, la première potence fut libérée. 2 médecins entrèrent sous celle-ci et confirmèrent la mort de Ribbentrop, déclarant son décès à 1h30. Un des assistants de Woods coupa la corde et la remplaça rapidement, puis ils transportèrent le corps du condamné derrière la troisième potence, où les cercueils avaient été disposés. Ils placèrent le corps dans l'un d'eux et lui apposèrent une étiquette avec son nom sur la poitrine pour la séance photo ultérieure. À 1h36, l'imposant Kaltenbrunner arriva au gymnase. Mesurant presque 2 mètres, avec une mâchoire défiante et un regard rempli de cicatrices, son apparence rappelait celle d'un beau-frère de Frankenstein. Bien que sa présence fût imposante, il montrait une certaine absence et peur face à la potence et à Woods avec ses assistants. Une fois le rituel complété, le successeur de Reinhard Heydrich prononça quelques mots à l'Assemblée. « J'ai aimé ma patrie et mon peuple. J'ai toujours accompli mon devoir. Je n'ai eu aucune part dans les crimes dont vous m'accusez. » La trappe s'ouvrit à 1h39 et le grand corps de Kaltenbrunner tomba lourdement. Ensuite, les médecins entrèrent sous la potence pour confirmer la mort de Keitel, qui fut déclaré décédé à 1h44. Suivant le même procédé, un des assistants coupa la corde, la remplaça par une autre et le cadavre de Kaltenbrunner fut transporté pour rejoindre celui de l'ex-ministre Ribbentrop. Entre-temps, le corps de Kaltenbrunner restait suspendu à la première potence. Vers 5h30, 2 camions accompagnés de véhicules blindés quittèrent la prison de Nuremberg en direction de l'aérodrome de Fürth. Là, un avion de transport était prêt à les emmener à Dachau, où un homme nommé Richard Wagner avait déjà allumé les fours des heures plus tôt, prêt à réduire en cendres les puissants leaders nazis d'autrefois. Plusieurs journalistes suivirent le convoi dans l'espoir de capturer des images frappantes du transfert et d'assurer les premières pages de leurs journaux. Cependant, soudainement, l'un des véhicules de l'escorte s'arrêta brusquement, bloquant la route. La tourelle se tourna vers les véhicules du personnel et un officier apparut pour suggérer poliment de faire demi-tour. Bien sûr, les journalistes acceptèrent la suggestion et retournèrent à Nuremberg sans les photos désirées. Une fois à Dachau, un recensement des cercueils fut effectué. Le premier, contenant Keitel, fut introduit dans le four. Le dernier à être incinéré fut celui du redoutable Streicher. Une fois les cendres prêtes, le four fut éteint et elles furent placées dans 2 poubelles métalliques. Des formalités supplémentaires furent remplies avec signatures et autres démarches bureaucratiques, accompagnées d'une clause de confidentialité dans laquelle tous les participants juraient de garder le silence sur le processus de crémation. Ils respectèrent cela rigoureusement, car personne ne sait dans quel four les cendres furent incinérées ni où elles furent dispersées, sauf que ce fut dans la rivière Isar. Il est compréhensible que personne, y compris de nombreux Allemands, ne souhaitait voir la rive de la rivière devenir un sanctuaire ou un lieu de pèlerinage pour les nazis qui vénéraient encore Hitler. Le 25 octobre suivant, le colonel Andrus reçut des instructions sur la gestion des effets personnels des condamnés. Toutes les médailles et insignes avec des symboles nazis devaient être détruites. Leurs vêtements et objets personnels, comme des bijoux moins précieux, seraient remis aux parents les plus proches, ainsi que tout argent liquide jusqu'à 1000 marks. L'excédent de pierres précieuses et d'argent serait envoyé à la direction des finances. L'argent et les objets de valeur des condamnés à la prison seraient gelés et envoyés à la Reichsbank, où ils seraient déposés jusqu'à la fin de leur peine ou leur décès. Les décorations militaires, désirables pour tout collectionneur, furent classées en 2 groupes. Les distinctions simples d'usage quotidien, comme les médailles courantes qui ne se distinguaient pas de celles du reste de l'armée, furent détruites, y compris l'ordre pour le mérite obtenu par Hermann pendant la Première Guerre mondiale. D'un autre côté, les insignes du parti ornés de pierres précieuses et autres objets de valeur furent démontés et vendus pour couvrir les frais judiciaires
qui s'élevait à 4 435 719 $, une somme considérable pour l'époque. Albert Speer, échappé à la justice, le 16 octobre 1946, à quelques heures à peine de midi, 3 prisonniers furent conduits au gymnase de Nuremberg, ce qui était un événement inhabituel dans leur sévère détention. À leur arrivée, on leur assigna la tâche de nettoyer le sol avec une serpillière et un seau d'eau. Bien qu'ils auraient normalement considéré cette tâche humiliante, à ce moment-là, cela leur parut une bouffée d'air frais, une rupture bienvenue dans leur routine monotone. Ils s'efforcèrent de bien faire le travail, même si cela s'avéra inutile, car des soldats avaient démonté les structures en bois et nettoyé les lieux à fond quelques heures plus tôt. Pourtant, les prisonniers ne se plaignirent pas, au moins ils étaient en vie. Baldur von Schirach, Rudolf Hess et Albert Speer parcoururent le sol plusieurs fois, se concentrant sur une petite zone. Les trois, même Rudolf Hess, qui montrait habituellement moins d'intérêt, frottèrent frénétiquement. Cependant, leurs efforts furent vains. Une grande tache sombre persistait à l'endroit où, quelques heures auparavant, s'était dressée la potence pour exécuter d'autres dirigeants nazis dans le cadre des condamnations du procès de Nuremberg. De nombreuses années plus tard, Albert Speer avoua que le traumatisme de ce matin-là ne l'avait jamais quitté. Pendant les 20 années qu'il passa à la prison de Spandau, il se consacra à l'étude, à l'écriture, à la lecture de plus de 5000 livres, à l'apprentissage du français et de l'anglais et au jardinage, jusqu'à devenir un expert jardinier. Au cours de ces années, il subit également un changement interne et sa vision de ces années passées évolua. La douleur commença à se faire sentir dans sa conscience. Les liens avec ses enfants se détériorèrent au fil du temps. Après sa libération, il ne put rétablir les relations perdues dans la pénombre de l'enfermement. Les décennies de réclusion, les atrocités du passé et la distance émotionnelle semblaient impossibles à surmonter. Malgré les limitations depuis Spandau, il écrivait à sa fille Hilde, défiant les restrictions imposées avec son éloquence et sa persuasion, parvenant ainsi à faire passer des milliers de pages au-delà des murs de son emprisonnement. Mais en recouvrant sa liberté, ses liens se dissipèrent dans la brume du temps perdu. Il a été démontré que Speer a menti concernant le génocide et sa connaissance des horreurs qui se déroulaient dans des camps comme Auschwitz. Malgré ses dénégations, des preuves solides indiquent sa participation à des réunions où la solution finale était discutée ouvertement. De plus, la présence de son adjoint à la conférence de Wannsee, où le sort de millions de personnes a été décidé, laisse peu de doute sur sa complicité. Les experts ont rassemblé des preuves accablantes qui contredisent les affirmations de Speer, révélant l'écart abyssal entre sa version des événements et la réalité crue de son implication dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire moderne. Speer, avec son anglais impeccable acquis pendant ses jours à Spandau, ne haussait jamais la voix ni ne perdait son ton aimable. Avec la même calme, il pouvait discuter des crimes du nazisme ou offrir un morceau de gâteau à un invité. Beaucoup de gens, trop de gens, attendent que je justifie ce que j'ai fait. Je ne peux pas. Il n'y a aucune excuse ni justification que je puisse offrir. J'ai du sang sur les mains. Je n'ai pas essayé de le laver, seulement de l'affronter. Contrairement à d'autres dirigeants nazis, la figure de Speer est complexe. Il est l'un des rares personnages tridimensionnels de cette cour, peut-être le seul. Sans l'absoudre de ses crimes, le plus intéressant est de le considérer comme un être aux multiples couches et contradictions, avec des facettes qui s'affrontent et d'autres qui se complètent. Malgré ses capacités extraordinaires, ou peut-être à cause d'elles, il avait de grands défauts. Cet être complexe, non linéaire, représente un défi pour quiconque tente de le comprendre. Ce sont les contrastes de ce personnage sombre qui rendent son histoire fascinante. Il ne s'agit pas d'un vilain de bande dessinée, mais de quelqu'un qui exhibe une sorte de schizophrénie morale, avec de multiples identités éthiques, le mythe du bon nazi. Speer a tenté de réconcilier en lui-même, du moins dans l'image qu'il a projetée au public, deux éléments qui sont intrinsèquement contradictoires, le nazisme et la bonté. Sa vie après Spandau peut être interprétée de deux façons opposées. Pour certains, c'était un acte intelligent, brillant comme sa personne. Une réintégration dans la société, un exploit apparemment impossible, inspirer le respect, vivre en paix, s'entourer d'une aura de prestige.
même gagner des millions avec des livres et des présentations. Il voit son comportement comme une mise en scène méticuleuse, soigneusement calculée pour plaire au public, avec son éloquence tranquille et son charme personnel. D'autres voient ses actions comme faisant partie d'une lutte personnelle contre un passé atroce et honteux, une quête de réponses insupportables, un chemin comme celui de Sisyphe condamné à la défaite. La douleur et le remords l'ont toujours accompagné. Il ne cherchait pas la rédemption, il croyait avoir perdu ce droit. Pour lui, c'était une libération personnelle, un salut inaccessible. C'est ainsi qu'il l'a exprimé lors d'entretiens avec des journalistes avant sa mort en 1981, à l'âge de 76 ans. La descente aux enfers peut être une chevauchée stimulante, mais c'est un voyage sans retour. Je le sais, j'y étais, je suis toujours là. Rudolf Hess, sentinelle de l'éternité derrière les barreaux. Le 10 octobre 1945, il fut envoyé à Nuremberg pour faire face à un procès. Là, il fut reconnu coupable de crimes contre la paix, d'avoir comploté et planifié une guerre d'agression, ainsi que d'avoir conspiré avec d'autres dirigeants allemands pour perpétrer des atrocités. Bien qu'acquitté de crimes de guerre et contre l'humanité, il fut condamné à la prison à vie. Le 18 juillet 1947, il fut transféré à la forteresse de Spandau, à Berlin. Entre ces bastions, il ne rompit jamais son silence. Ses lèvres se fermèrent à jamais, cachant ses desseins, ses plans, et si Hitler était au courant. Il ne légua aucune mémoire, ni ne donna d'interview. Il se tut à jamais. Gardé à Spandau aux côtés de si hauts dignitaires nazis, sous la surveillance des troupes des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'URSS, lui, le détenu numéro 7, avait le droit d'écrire seulement 4 pages de lettres par mois. L'interaction avec les autres prisonniers nécessitait une autorisation, et la seule heure quotidienne passée à l'extérieur les séparait de 9 mètres. Les visiteurs bénéficiaient d'une demi-heure de conversation par mois, mais Hess interdit à sa famille de le voir jusqu'en décembre 1969, lorsque l'ulcère le confina à l'hôpital militaire britannique de Berlin-Ouest. C'est là que son fils Wolf Rüdiger, âgé de 32 ans, et sa femme Ilse, âgée de 69 ans, le retrouvèrent après 28 ans. Depuis ce samedi matin du 10 mars 1941, quand Hess avait promis de revenir le lundi suivant, ils ne s'étaient pas revus. À partir de ce moment-là, il permit les visites, notamment celle de sa belle-fille, Andrea. À Nuremberg, il simula une amnésie. Maintenant, à Spandau, ses nuits résonnaient de cris pour prétendues douleurs d'estomac, se plaignant de nourriture empoisonnée et affirmant que l'amnésie était de retour. Jamais ils ne le considérèrent assez malade pour le transférer dans un hôpital psychiatrique. Hesses compagnons de prison, Konstantin von Neurath, Walter Funk et Erich Raeder, furent libérés en raison de leur état de santé dégradé. L'amiral Karl Dönitz, Baldur von Schirach et Albert Speer purgèrent leur peine. Dönitz sortit en 1956, von Schirach et Speer en 1966. Hess resta le seul prisonnier à Spandau. En 1977, il tenta de se suicider. Dans les années 80, les conditions s'améliorèrent légèrement. Il lui fut permis de se déplacer plus librement autour du bloc des cellules, de choisir ses activités sans programme préétabli, que ce soit regarder la télévision, lire ou jardiner. Un ascenseur fut installé en 1980, alors que Hess avait 86 ans, pour faciliter son accès à la cour. À ce moment-là, il était l'un des rares témoins vivants de la barbarie nazie. Le 17 août 1987, dans une sorte de pavillon d'été dans le jardin de la prison, utilisé comme salle de lecture, Hess prit le câble d'une lampe, le plaça sur le loquet d'une fenêtre et s'y pendit. Le communiqué des 4 puissances confirma le suicide. Une note dans sa poche, remerciant sa famille pour tout ce qu'ils avaient fait pour lui, semblait étayer cette conclusion. Il fut enterré en secret, mais l'insistance de sa famille permit son enterrement à Wunsiedel en 1988. Ilse, sa femme, fut enterrée à ses côtés en 1995. L'avocat de Hess a toujours cru qu'il était trop vieux et trop fragile pour se suicider. Son fils, Wolf, affirma que les Britanniques l'avaient assassiné pour éviter qu'il ne révèle des informations sur son comportement pendant la guerre. Hess garda le silence sur la guerre pendant sa captivité. L'historien Peter Padfield, qui mentionna un plan d'Hitler que Hess portait avec lui lors de son voyage en Écosse, soutint que la prétendue lettre de suicide
avait été écrite par Hess en 1969, lorsqu'il fut interné pour un ulcère perforé. En Wunsiedel, où reposèrent les restes de Hess, est devenu un lieu de pèlerinage pour des groupes néo-nazis, jusqu'à ce que le conseil paroissial décide de ne pas renouveler le bail du terrain où se trouvait sa tombe. Avec l'accord de la famille, les restes de Hess ont été incinérés et ses cendres dispersées en mer. La pierre tombale marquant sa tombe a été détruite. L'épitaphe disait « Ich hab's gewagt », « J'ai osé ». La prison de Spandau a été démolie en 1987, la même année que la mort de Hess, pour éviter qu'elle ne devienne un sanctuaire nazi. Renaissance des ténèbres, tombe profanée. Lorsque Reinhard Heydrich, un officier éminent des SS au service de l'armée d'Hitler, fut assassiné à Prague, le dictateur ordonna des funérailles d'État. Hesses restes furent enterrés à Berlin le 9 juin 1942. Heydrich était décédé des suites de ses blessures après qu'un commando formé par les Britanniques eût fait exploser une bombe dans sa voiture. Connu sous le nom de boucher de Prague, il avait agi en tant que protecteur des régions de Bohême et de Moravie et reçu à titre posthume la plus haute distinction décernée par le régime nazi. Hesses funérailles furent célébrées avec faste militaire à l'Invalidenfriedhof, cimetière des Invalides de Berlin, le cimetière de prédilection de la hiérarchie nazie. Mais lorsque Berlin tomba aux mains des Alliés, la tombe de Heydrich, l'officier ayant présidé la sinistre conférence de Wannsee où fut décidée la solution finale contre la communauté juive européenne, devint une pierre tombale anonyme et le monde oublia ses restes. Les Alliés avaient ordonné de supprimer toute marque sur les tombes du cimetière pouvant identifier les dirigeants nazis enterrés, mesure prise pour éviter les pèlerinages et hommages posthumes. Cependant, tôt le matin du 19 décembre 2019, une action clandestine de personnes inconnues a de nouveau mis à nu les restes de Heydrich à Berlin. Ceux qui ont profané la tombe connaissaient exactement son emplacement, ont ouvert la dalle de béton et ont tenté d'en extraire les restes mortels. Il n'est pas encore clair ce qui s'est passé cette nuit-là, mais les présumés profanateurs de tombes n'ont pas réussi à emporter les os de Heydrich. Lorsqu'un gardien du cimetière a découvert la profanation, il a alerté la police. L'ouverture de la tombe a été découverte le matin du 12 décembre par un employé du cimetière et signalée au département de police compétent, a déclaré la porte-parole de la police Heidi Vogt. Selon l'état actuel de l'enquête, rien n'a été volé, a ajouté la porte-parole, annonçant également qu'une enquête officielle avait été ouverte pour tenter d'identifier l'auteur ou les auteurs de la profanation. Rudolf Hess, ancien lieutenant de Hitler et seul prisonnier de la prison de Spandau jusqu'en 1987, a vu sa tombe disparaître, autrefois surmontée d'une stèle proclamant « J'ai osé ». Dans l'obscurité d'une nuit de 2011, ses restes ont été exhumés et sa sépulture démantelée au cimetière de Wunsiedel. Le but était de mettre fin aux hommages et pèlerinages organisés par les néo-nazis chaque août pour commémorer sa mort. L'opération, commencée à 4 heures du matin, s'est terminée au lever du jour. Selon le directeur du cimetière, Andreas Fadel, il ne restait rien du cercueil et les os reposaient dans la terre. Les restes ont été transférés dans un nouveau cercueil et ultérieurement incinérés, leurs cendres étant destinées à être dispersées en mer, selon des sources de la paroisse. Cette mesure visait à empêcher de nouvelles processions de pèlerins fanatiques vers le village, a expliqué Peter Sesser, responsable de la paroisse protestante. Depuis 2005, les pèlerinages nazis du 17 août vers le cimetière du village bavarois étaient interdits, bien que sans grand succès. La communauté était fatiguée de tant d'années d'hommages estivaux néo-nazis. Pendant 18 ans, je n'ai pas pu prendre de vacances en août à cause d'eux, a regretté Sesser, ancien conseiller municipal. La paroisse a obtenu l'accord de la famille profitant de la circonstance que le bail de la sépulture arrivait à expiration en octobre. Ils avaient refusé de prolonger la location aux descendants de Hess. C'est eux qui a motivé une plainte judiciaire d'une petite fille de l'ancien dignitaire nazi avant que la famille n'accepte la décision, comme l'a rapporté le journal Süddeutsche Zeitung. Hess a été enterré à Wunsiedel, le village où ses parents avaient une résidence estivale et où il avait exprimé dans son testament le désir de reposer. L'exhumation a coïncidé avec l'anniversaire du coup d'État manqué contre Hitler, le 20 juillet 1944, dirigé par un groupe de hauts officiers, dont Klaus Schenk von Stauffenberg.
Cette tentative a également été commémorée à Berlin par un grand acte de serment de drapeau de soldats volontaires du Bundeswehr devant le Reichstag, CE, qui a suscité des protestations de la part de groupes antimilitaristes. Entretien du psychiatre, derrière les masques nazis. Au milieu du procès des dirigeants nazis, le psychiatre Leon Goldensohn a été chargé d'une mission singulière: interviewer les accusés et évaluer leur état mental. Pendant 7 mois, il a réussi à gagner leur confiance et a été témoin de justifications aberrantes et de déclarations d'innocence. Ce qui en est ressorti était un portrait psychologique de la barbarie. Rudolf Hess a dit au docteur Leon Goldensohn: « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous me demandez si je suis troublé par les accusations. Je n'ai tué personne. J'ai seulement dirigé le programme à Auschwitz. Comme lui, aucun ne savait rien de l'extermination des Juifs. Ou s'ils savaient, ils n'ont pas participé. Et s'ils ont participé, c'était parce qu'ils suivaient les ordres de leurs supérieurs. Certains n'étaient pas d'accord avec la politique de Hitler, mais ils étaient sous son influence. D'autres le connaissaient à peine. Certains se justifiaient en disant qu'ils n'étaient pas des personnes importantes dans le régime et ne pouvaient rien faire. D'autres affirmaient avoir fait quelque chose, sauver certains Juifs. Certains assuraient avoir de bons amis juifs, et tous se sentaient différents des autres accusés. Pendant 7 mois, le docteur Leon Goldensohn a recueilli ces incohérences lors des entretiens qu'il a menés avec les accusés de Nuremberg. En 1946, l'armée américaine, pour laquelle il travaillait, lui a confié cette tâche. 6 semaines après le début des procès des hauts dirigeants nazis encore en vie, il devait rejoindre un groupe de 2 médecins pour analyser la santé mentale des 21 prisonniers et déterminer ce qui a conduit les nazis à croire en CE qu'ils croyaient. Goldensohn a exploré l'enfance, la vie familiale et même les épisodes romantiques des accusés. Ce psychologue a tracé un chemin patient et détaillé qui a presque involontairement poussé les hauts dirigeants nazis à confronter leur rôle dans le Troisième Reich. Chaque jour, il visitait leurs cellules non pour les traiter mais pour les observer. Bien que les entretiens ne garantissent pas la confidentialité professionnelle à l'avenir, ce qui était dit là-bas ne serait pas utilisé lors du procès. Le médecin prenait des notes dans l'intention de publier un livre, mais en 1961, à l'âge de 50 ans, il est mort soudainement sans avoir édité son travail. C'est son frère qui a sélectionné les annotations, conservées pendant un demi-siècle dans la maison du psychiatre au New Jersey, et les a remises à l'écrivain Robert Gellatley. Il a fallu 10 ans de plus pour que le résultat devienne un livre décrivant le contexte psychologique de l'horreur produite par le Troisième Reich. Le psychiatre se trouvait dans une situation particulière. En tant qu'Américain, il ne pouvait pas s'attendre à gagner la confiance de ses interlocuteurs, des criminels en plein procès. Cependant, il a trouvé le moyen de se présenter comme un médecin leur offrant l'opportunité de parler et de s'expliquer selon leurs besoins. Avec le temps, presque tous ont accepté, séduits par le professionnalisme du médecin et son apparente absence d'hostilité. Les entretiens étaient marqués par une croyance commune. Tous niaient toute connaissance ou responsabilité dans les crimes de guerre. Karl Dönitz, le commandant en chef de la marine allemande depuis 1943, faisait des commentaires sur sa personne dans un style évasif, écrivait Goldensohn. Il ne croyait pas avoir la moindre idée de ce qui se passait dans le monde. C'était un homme vif, pas du tout stupide, mais son esprit semblait bloquer tout ce qui était dit lors du procès sur les atrocités et le massacre de millions de Juifs. Il rejetait également les commentaires sur l'attitude barbare des SS et le mode opératoire criminel du parti nazi. Il se considérait comme innocent de tout crime. Le discours de Dönitz était très similaire à celui des autres. Selon la plupart, la situation se résumait ainsi. L'Allemagne avait été humiliée et économiquement dévastée par le traité de Versailles. C'était une nation luttant pour son existence. Hitler, vu comme un génie visionnaire, leur offrait espoir et rédemption. Mais ces nobles desseins avaient été détournés par des hommes malveillants comme Martin Bormann, Heinrich Himmler et Joseph Goebbels, tous absents du procès. C'est sous cette influence et en secret que la solution finale avait été mise en œuvre. Dans chacun des entretiens, les questions tournaient autour de l'antisémitisme et des camps de concentration. Dans tous les cas, les réponses étaient variées et évasives. Hermann Göring, numéro 2 de Hitler, alla jusqu'à expliquer que l'antisémitisme était irrélevant et accidentel au sein du nazisme,
quelque chose imposé par des fanatiques raciaux qui cherchaient à accéder au pouvoir. Göring a reconnu se sentir coupable de tout excès survenu dans le gouvernement, mais a refusé de qualifier cela d'atrocité. Comme un maître de l'évasion, Oswald Paul, qui gérait le système des camps de concentration, s'est efforcé d'expliquer comment on peut administrer un système sans être responsable de ce qui se passe à l'intérieur. « Je n'avais rien à voir avec le massacre des 5 millions de Juifs », a-t-il dit. « Le fait que j'ai été responsable des camps de concentration en Allemagne depuis 1942 n'a rien à voir. » Au-delà de ce que ses interlocuteurs ont dissimulé, Goldenson a utilisé son meilleur outil professionnel, l'observation. Il a réussi à dresser leur profil, capturer leurs tics les plus intimes et recréer leurs réactions face à ces questions. Streicher est un homme chauve, petit, avec un nez rond. Il sourit constamment, un sourire entre le faux et la discrétion tandis que ses lèvres fines se tordent. C'est la caricature d'un homme qui cherche à paraître sage. D'autres n'ont pas eu besoin de beaucoup d'observations pour que leur personnalité transparaisse. Personne ne connaît le vrai Göring. Il a beaucoup de facettes, a dit Göring lui-même, peu avant de se suicider après avoir appris sa condamnation à mort. Cependant, il ne fait aucun doute que tous se sont dépeints sous le regard attentif du docteur Goldenson. Chaque mot et geste des accusés reflétait l'abîme moral dans lequel ils étaient tombés, niant ou minimisant leur participation à des crimes d'une ampleur accablante. Malgré leurs efforts pour se distancier de la responsabilité, l'héritage de leurs actions les poursuivait, une cicatrice indélébile dans l'histoire de l'humanité. La figure du docteur Goldenson, avec son observation aiguisée et son analyse pénétrante, nous rappelait l'importance de l'éthique et de l'intégrité professionnelle dans les moments les plus sombres. Son travail nous invitait à réfléchir sur le rôle de la psychologie dans la compréhension du mal et la responsabilité individuelle en temps de crise morale. En nous séparant, rappelons-nous que ce n'était pas seulement un récit du passé, mais un avertissement pour l'avenir. Nous devions tirer des leçons douloureuses de l'histoire et cultiver l'empathie, la tolérance et l'engagement envers la justice et les droits humains. C'est ainsi seulement que nous pourrions construire un monde où les horreurs du passé ne se répètent pas et où chaque voix serait entendue et valorisée. Que ce documentaire serve de rappel de notre responsabilité collective de faire face à la vérité, d'honorer la mémoire des victimes et de travailler sans relâche pour un avenir plus juste et humain. Entre nos mains se trouvait le pouvoir de créer un monde où la dignité et le respect seraient les piliers de notre société.